swear. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec monsieur Mehdi Benagdar, pensionnaire du MMA Factory, combattant au Cage Warriors. Alors, monsieur, la première question qu'on va vous poser, quand même, c'est comment allez-vous en cette période de confinement? C'est trop dur. C'est trop dur. C'est-à-dire que là on en parle, j'ai les mêmes moites là. Je te parle, j'en peux plus, c'est un truc de fou. Mais non, en vrai, ça va. Il y a pire quand tu regardes la télé, ce qui se passe dans le monde, tu te dis bon, on est bien quand même. Donc ça va. Et vous, ça va? Bah ouais, on tient le coup, mais on est assez surpris parce qu'on avait suivi avec attention les réseaux sociaux de Mehdi Benagdar qui a passé donc les 10K sur Instagram, très actif là-dessus, qui avait commencé un programme de confinement en boxe et on voit plus rien. Bah, le truc, c'est que au départ, c'était du dépannage, tu vois. Tu balances des trucs qui n'ont pas de logique, pas de sens, il y a aucune trame. Je balance ça au feeling comme ça. Sauf qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que les gens ils kiffent, mais que tu leur donnes un contenu qui est en réalité pas très qualitatif, tu vois. C'est du dépannage. Quand je dis pas qualitatif, je parle de ça en fait. Et au final, tu te dis bon, attends, là on en a encore pour longtemps. On fait une petite pause, on fait un truc sérieux et on le rebalance de manière un peu plus. Donc on peut s'attendre à un programme certifié Iron Bell bientôt. Là, c'est en cours. C'est en cours. Je pense que j'en parlais tout à l'heure avec. Tout à l'heure, ça sort. Tout à l'heure, ça sort. Normalement, ça sort tout à l'heure. On mettra ça donc dans la description avec les réseaux sociaux du monsieur. L'autre question, c'est donc, tu es un des espoirs, on va dire, du MMA français et même du MMA Factory. Donc, bilan de 4-1-1 étant le match nul après l'un des combats. 4-0-1, pardon. Le 1 étant un match nul après l'un des combats de l'année en 2019. Comment ça se passe quand on est un combattant, on va dire, un jeune prospect pendant cette période-là? Parce que j'imagine que toi, tu es obligé un petit peu, enfin, tu es obligé, forcément, tu dois t'entraîner pour être prêt parce que dès que ça va reprendre, le Cage Warriors va directement t'appeler, sachant que tu avais un combat prévu le 18 avril. 18 avril, là. Ouais, c'était ça. Samedi, je devais fighter, là. Bah, ce qui se passe, c'est que je reste en contact avec mes responsables performance, avec mon head coach. Donc, head coach, je parle de Fernand. Donc, je parle de Fernand, je parle de Nicolas Hoth, je parle de Zach, qui est mon préparateur physique. Et puis moi, j'ai la chance d'être tout seul chez moi déjà. Donc, si je me fais une salle de muscu à la maison, ça dérange personne. Et puis j'habite à côté du bois, donc je suis dans des conditions optimales quand même pour aller courir, faire mes fractionnés, faire mes trucs, faire mes machins. Donc voilà, le plus gros souci, c'est la bouffe. J'ai envoyé un message à Graham qui est le président de l'organisation du Cage Warrior. Je lui ai dit que pour le prochain combat, il pouvait me mettre sur un welterweight. Ah oui, à ce point-là, parce que pourtant, on a l'impression, dans ce que tu mets en story, bien évidemment, que tu fais attention, tu essayes de faire des choses qui sont quand même pas trop grasses. C'est quoi? C'est que tu aimes, on va dire, trop manger ou que tu fais pas assez d'activité physique par rapport à ce que tu manges? C'est quoi? En vrai, la réalité, c'est que je mange bien. Quand je dis que je mange bien, c'est que je mange des aliments de qualité, j'essaye de pas trop grignoter, machin et tout, je bois beaucoup d'eau, etc. Mais étant donné que je suis moins actif, c'est-à-dire que même si je fais ma petite heure et demie de sport par jour, ça ne remplacera pas toute l'activité que j'ai dans la journée, tous les déplacements, les entraînements à haute intensité, machin, etc. Donc forcément, sur la balance, c'est chaud. mais on a vu le dernier post Instagram. Le dernier post Instagram, c'est Mehdi s'est transformé en gorille, là, véritablement. Donc, mine de rien, tu suis quand même un véritable programme. Enfin, je veux dire, c'est pas que entre guillemets, pas que du gras, tu te laisses pas aller. Je ne rigole pas. C'est-à-dire que là, ce que je disais à Zach, c'est que là, moi, je suis pas en confinement. Je suis en camp d'entraînement. Je ne rigole pas. C'est-à-dire qu'il y aura une course à la performance à la fin du confinement et je vais être dans les premiers, tu vois. Mais oui, parce qu'en vrai, on peut aussi le voir comme ça, le voir en mode, là, de toute façon, ce qui est bien, c'est que tout le monde, tous les athlètes autour du monde sont à peu près dans la même galère. Donc, en vrai, je pense que c'est carrément malin de le voir comme ça, en mode,
Là, c'est ceux qui, dans les situations où il y a le moins d'équipement, il y a le moins de cours, etc., ceux qui vont faire la diff. Maintenant, ils vont faire une grosse diff, du coup. Bah oui, c'est non négligeable. C'est-à-dire que celui qui va passer tout son confinement à dormir, à regarder Netflix et à pas s'entraîner, il va le ressentir d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. C'est sûr. Et est-ce que là, ce confinement-là, tu le mets aussi à profit, bah, vu que forcément, tu peux moins t'entraîner, tu peux moins aller au MM Factory, etc. Est-ce que tu en profites pour faire de l'étude, entre guillemets, de film, c'est-à-dire essayer de progresser techniquement en matant tes combats ou en matant des combats d'autres personnes, etc. Franchement, je vais être vraiment honnête, pas du tout. C'est-à-dire que je regarde, les combats, je ne regarde rien du tout. Je veux même pas en entendre parler. Je me concentre vraiment sur moi. Euh, je me concentre aussi sur la récupération, sur les petits bobos que j'ai pu avoir. Ouais. On a toujours mal un peu à la main, mal un peu au genou, mal un peu à la cheville. Donc j'en profite pour vraiment bien reconsolider tout ça. Et non, pas du tout. Franchement, moi, j'ai des collègues qui envoient des vidéos partout, des machins, mais moi, je ne calcule pas ça du tout. Et on peut s'attendre à quoi alors pour la reprise? Donc est-ce que on va dire que tu mets à profit ce confinement-là pour, je sais pas moi, gagner en puissance, gagner en force? Est-ce que pour toi, ça va être finalement un mal pour un bien? Je pense pas que ce soit un mal pour un bien parce que dans tous les cas, ce serait un mal. Hmm. Maintenant, le mal, c'est comme ça, il est comme ça, tu vois. Donc, nous, on va essayer de se rapprocher plus de ça, là, tu vois. Mais, euh, mais ouais, non, après, là, je pense qu'à la fin du confinement, bah, enfin, j'espère en tout cas que j'aurai pas. C'est surtout sur le plan cardiovasculaire, la force, etc. Je pense que c'est des choses qui se détériorent pas comme ça, tu vois. Mhm. Mais ouais, vulgairement, le cardio, je pense que ça va être le plus important et c'est là que je veux faire la diff, tu vois, sur mes premiers entraînements. Mhm. Et donc, monsieur, lors de son dernier combat, a livré une véritable symphonie au Cage Warriors, donc qui a été donc reconnu dans MMA Junkie, tout le monde en a parlé. Toi, ce combat-là, tu as dit que tu en avais appris énormément sur toi-même. Donc, il y a eu bien évidemment ce résultat nul qui finalement, je pense que tu n'espérais pas ça, mais ça, aujourd'hui, ça paraît presque anecdotique au regard de la performance qui a été livrée des deux côtés et le souvenir que tout le monde en a, parce que finalement, on parle aujourd'hui vraiment énormément de ce combat-là, peu importe le résultat. Et toi, est-ce que tu le ressens comme ça aussi? Ouais, je ressens comme ça. Je pense très sincèrement que mon prochain fight va être. Ouais, ce sera un autre Mehdi en fait. Ce sera un autre Mehdi qui aura appris, qui a été. Mehdi, il a été testé là. Très sérieux. Voilà. Mehdi, il a été testé et du coup, bah. Ouais, c'était une expérience de fou. C'était une expérience de fou. En fait, c'est simple. Tout combat confondu dans ma carrière en tant que boxeur et au MMA, c'est mon meilleur combat. Mhm. On garde le meilleur souvenir. C'est des ascenseurs émotionnels de ouf. C'est ouf. Et quand tu dis que tu en as appris beaucoup, c'est dans le sens, est-ce que tu avais déjà été dans une guerre comme ça auparavant, ou là c'était vraiment la première où tu as été, entre guillemets, au bout de toi-même? Non, c'est vraiment la première fois. C'est-à-dire que c'est la première fois où je suis face à un mur et vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à la fin du deuxième round, j'étais avec Benjamin Sarfati, qui m'a accompagné lors de ce combat, et mon frère, et mon petit frère. Donc, on était dans le coin. Et moi, j'ai pas l'habitude de m'asseoir entre les rounds, tu vois. Et là, j'ai ressenti le besoin de m'asseoir, pas physiquement, parce que physiquement, j'étais très, très bien. Mais j'avais c'est comme si j'avais besoin de. Ok, assieds-toi et réfléchis, en fait. Fais quelque chose. Tu as besoin de t'asseoir pour réfléchir, tu vois. Et t'as Benjamin qui me dit Mehdi, t'es fatigué? Je lui dis non. Il me dit t'as mal quelque part? Je lui dis non. Il dit on fait quoi? Je lui dis mais il n'y a plus de stratégie, c'est la guerre là. Je lui dis comme ça. Il me dit ouais, mais tu sais, il était un peu débordé, tu sais pas trop quoi dire, il n'y a qu'une minute, t'as l'euphorie, c'est trop chelou, tu vois. Et je lui dis non, c'est la guerre, c'est la bagarre. Et du coup, Et, il fait regarde. et ce qui t'a plu autant, c'est que en gros, au moment où tu t'es dit, putain, ça y est, je suis dans une guerre, et au moment où tu t'as vu que je suis dans la guerre et je kiffe, c'est là où tu t'es dit, ok, bah c'est clair, enfin, non seulement je suis fait pour ça, mais ça tu le savais déjà, mais en gros, bah maintenant, enfin, c'est parti pour ma carrière parce que je sais que je peux aller là-dedans et avec le sourire, quoi. Bah, c'est un peu ça. Tu te dis,
tu te dis, Joe McCogan, il tape quand même, mine de rien, tu vois. Et, Oui, complètement. et tu te dis, bon, il a tapé et bon, ça va, on est là encore, tu vois. Bon, faut pas que les autres tapent trop sur ma tête non plus. Mais tu te dis, en fait, tu découvres un autre toi, en fait. Tu te dis, OK, vu que ça m'est jamais arrivé, je sais pas ce que je peux produire dans une impasse, autant physique, émotionnelle, et puis même, putain, on prend des coups, tu vois. Donc, quelque part, tu te dis, OK, bon, je sais de quoi je suis capable. Bon, on va tout faire pour pas retourner dans ce genre de contexte parce que c'est quand même chaud. Et puis ouais, c'est à la fois rassurant et à la fois, tu te dis, bon, on va tout faire pour éviter de réitérer. d'y retourner. Mais du coup, et dernière question pour moi, Guillaume, hein, mais enfin, par rapport à ça, je veux dire, avant que tu aies cette guerre-là, est-ce que tu y pensais dans le sens, tu n'étais pas sûr, parce que comme tu n'avais pas été dans cette situation-là, tu te demandais ce que ça donnerait. Est-ce que tu avais une angoisse par rapport à ça? Tu te questionnais avant? Bah, pas du tout. C'est Hmm. vraiment, c'est arrivé sur le tas en fait. C'est-à-dire que je me suis même pas. C'est-à-dire que on se préparait avec Zach pour faire 3 fois 5 minutes de guerre. On se prépare pas à mettre un KO au premier round. On se prépare à faire 3 rounds de 5 minutes à la plus haute intensité possible, tu vois. Mais je te mens pas, quand c'est arrivé, quand c'était sur le tas, là, tu te dis, OK, bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, comment c'est bizarre. Putain, tu doutes, en fait. Tu te dis, putain, le mec, il est bon, le bâtard, quand même. Tu vois. Et ouais, non, franchement, c'est indescriptible. Tu peux pas décrire un truc comme ça. D'ailleurs, Joe, on a développé une amitié de ouf, en fait, après ça. Mais une vraie amitié. C'est-à-dire que on s'envoie grave des messages, on se parle tout le temps. C'est la folie. C'est la folie. Putain, Mais est-ce que, donc, malgré ça, cette amitié développée après ce combat, est-ce que t'aimerais aujourd'hui avoir une revanche pour Mais justement on en pouvoir parle tout le voir. temps. C'est-à-dire que c'est D'accord. sûr, il y aura une revanche. Il y aura une revanche, c'est sûr et certain. Et l'idéal serait qu'on la fasse chez nous à Paris. Maintenant, avec le confinement, avec tout ce bordel, c'est un peu relou, mais ouais, il faut une revanche. Fin de l'année. Ouais, fin de l'année, peut-être cours d'année prochaine. J'ai déjà été booké pour Jack Grant. Ouais. Je pense qu'on va le remettre sur Jack Grant. Il y a d'autres combattants dans le rooster, mais c'est sûr qu'on le refera. Il faut un Mehdi Joe 2, en fait. C'est obligatoire. Et tu le connaissais pas du tout avant, Joe McColgan? Bah, pour l'histoire, et c'est un truc de fou le destin, comment il est fait. La première fois que j'ai été au Cage Warrior, donc je venais à peine de démarrer les MMA, j'avais été au combat pour voir Mehdi Saadi qui combattait ce jour-là. Mehdi Saadi ou Karla Moussou, je ne sais plus. Il me semble que c'est non, l'un ou l'autre, je ne sais plus. C'était la première fois que j'allais voir un événement de MMA de ma vie. Et Joe a combattu sur cette carte. Et il avait boxé un mec, mais il a tellement boxé, genre, t'es pas prêt comment il l'a boxé. J'étais impressionné par sa perte. Genre, j'étais fan. Tu vois. Et je me souviens, Mehdi me dit, ah ouais, il est fort lui. Hein. Et il me dit, tu sais que c'est un mec de Takaté lui. Je fais, ah ouais, mais genre, j'étais là en mode, non, mais vas-y, il est trop chaud en fait, tu vois. Boum, je l'affronte comme ça, là, 2-3 ans plus tard. C'est un délire. Hein. Ah là là. Ah, le destin. Et donc là, tu disais, pendant le combat, justement, tu as douté. Est-ce qu'il y a eu, et tu dis que pour le prochain combat, il y aura un différent Mehdi. Est-ce que ce combat-là va vraiment te changer durablement, dans le sens où avant, peut-être que tu te sentais un petit peu invincible, intouchable, parce que c'est vrai que tu avais roulé sur tes adversaires, tu avais eu le finish juste dans le combat qui précédait. Est-ce que là, maintenant, tu vas avoir un petit peu plus conscience de toi, conscience des risques et le fait de te dire peut-être que je peux me faire toucher, peut-être que je peux être mis un petit peu dans le rouge. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, tu sais, même si on ne le veut pas, on développe un petit, tu sais, une petite flamme. Tu sais, c'est pas trop dans ton caractère, dans ton truc, mais tu te dis, bon voilà, j'ai fait un combat, j'ai gagné, un deuxième aussi. Bon allez, j'ai mis 2 KO au Cage Warrior. Bon, on te met un adversaire qui, sur le papier, il est bon, hein, mais quand tu regardes un petit peu ses vidéos et tout, tu te dis c'est prenable, tu vois.
même si derrière, tu as tout le soutien mental et tu as les paroles de tes coachs, tu as tous les mecs qui te disaient, fais attention, il est bon le mec que tu prends et tout, quelque part, il y a toujours un petit quelqu'un en toi, là, une petite voix qui te dit, t'inquiète, ça va le faire, tu vois. Mais, euh, mais ouais, pour les prochains c'est sûr qu'on on sait à quoi s'attendre en tout cas et on va essayer de faire en sorte de vraiment pas, pas faire flipper, flipper les gens comme ça. Et juste du coup, par rapport à ta carrière, tu dis que tu as commencé, enfin disons, il y a 2-3 ans, tu voyais Joe McColgan sur une carte. Comment ça s'est passé? Comment t'es passé au MMA, tout simplement? C'est de la curiosité. Mais quand je dis de la curiosité, c'est de la pure curiosité. C'est-à-dire que moi, je faisais de l'anglaise, je sortais de l'INSEP, et c'était l'été, tu vois, c'était l'été, il n'y avait pas d'entraînement, ma salle a été fermée, ma salle de boxe, machin. Et le Factory, bah, je sais que c'est ouvert, tu vois. Et j'avais discuté avec des potes et tout, ils me disaient, mais essaye le MMA, il n'y a rien à faire, genre, vas-y, va tester, tu t'en fous, tu vois. Et je vais sur Internet, je tape MMA, salle MMA, tu sais, mais vraiment comme Pour tout, voir? Ouais. comme tout le monde qui pourrait chercher une salle. Et je tombe sur Facebook, Fernand, j'appelle Fernand, mais au culot. Hein. Mais, le mec prend le portable, je fais allô, ouais, bonjour et tout, je cherche une salle, j'ai vu que vous étiez ouvert, mais genre normal, tu vois. Il me dit, mais t'es qui, tu vois? Je fais écoute, ben voilà, je m'appelle un tel, je viens de TAC, machin et tout. Il me dit, ok, lundi 14h. On sait que le lundi 14h, c'est le sparring pro au MMA. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai atterri au MMA. Et Mais c'était alors, et le comment, premier sparring, bah oui. Ah, le premier sparring, bah, si tu veux, le premier sparring, euh, on commence à l'échauffement, toucher épaule, machin, ça commence. Après, on passe sur l'anglaise. Pour l'instant, c'est cool, tu vois. Tac, je suis là, je fais ma petite boxe, tranquille, machin. Allez, on met le protège tibia. Ok, bon, déjà, on va avoir un problème. Allez, on rajoute la lutte. Ok, on va avoir un problème. On rajoute les frappes au sol, on passe sur le MMA complet. Ah, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. On est sur les Teddy Violet, les Michael Lebou, les Arnaud. Ah, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. J'ai failli pas revenir. Hein. C'est-à-dire que Ouais, à ce point-là. j'ai fait mon premier entraînement. 2 semaines, pendant les 2 semaines suivantes, j'ai pas été. Mais qu'est-ce que tu te disais en fait? C'est dans le mode, c'est pas pour moi parce que il y a trop de trucs, c'est trop. Je me suis dit, en fait, je me suis dit, je vais devoir tout reprendre à zéro. C'est Ouais. beaucoup, ça va prendre trop de temps. Les mecs, ils sont déjà tous forts. Et vas-y, c'est chaud, tu vois. Et pendant 2 semaines, tu sais, je regardais des vidéos, je m'intéressais un petit peu au MMA. Je regarde comme ça, je me suis dit, ma parole, je vais y retourner, je vais tous leur péter la gueule à ces mecs-là. Je te jure, avec la rage, j'étais avec ça. Et au final bah, tu reviens, et puis voilà, c'est cool, tu vois. Ouais, Donc, parce finalement, que ça a été rap. Pardon, allez-y, mon cher. bah, simplement parce que ouais, enfin, du coup, comme je viens de temps en temps au Factory, et en gros, moi, je pensais que tu venais de la boxe thaï en fait initialement, donc j'apprends que tu venais de l'anglaise. Ouais. Et qu'est-ce qui fait en fait que tu es tombé? Parce que là, visiblement, enfin, c'est pas possible, tu es tombé amoureux du MMA en fait, ou en tout cas du striking du MMA, ou. En fait, c'est exactement ça. C'est la partie striking du MMA que j'ai kiffé. Parce que le MMA, enfin, au départ, c'est le MMA complet, tu vois, tu kiffes. Tu te dis, ouais, j'ai envie de faire des clés de bras, des étranglements. Après, tu te rends compte, tu te dis, bon, tu redescends un peu, tu te dis, bon, c'est pas ta spécialité. Va étrangler les mecs qui sont là depuis longtemps avec les oreilles comme ça, c'est mort. Tu vois. Ouais. Et après, tu commences à développer une intelligence de jeu. Tu te dis, OK, bon, mon point fort, c'est quoi? C'est la boxe. OK, bon, comment je vais faire pour devenir un poison pour tous les mecs qui sont là? Et au fur et à mesure, tu t'entraînes et tu développes des nouvelles aptitudes, des nouvelles techniques, tu vois, qui sont propres à toi. Tu t'as copié sur personne, en fait, c'est toi. Ouais. Et c'est ça qui est trop bon, en fait, tu vois. C'est un peu le chat et la souris, tu vois. C'est OK, moi, j'ai mon jeu. Toi, ton objectif, ça va être de faire ça. Bah que le meilleur gagne et on va rigoler, tu vois. C'est cool. Et le développement s'est fait donc quand même assez rapidement parce que si Ouais. ça fait que 2-3 ans là aujourd'hui, tu as été au Cage Warrior pour ton deuxième combat. Comment ça s'est passé? Ça, c'était une discussion avec Benjamin Sarfati, donc qui est manager au Management Factory. Vous vous êtes dit bon, là, on va être prêt pour ça ou c'était un pari? Enfin, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'il y a eu quand même des discussions avant de dire on va direct aller au Cage Warriors. C'est ça. Je fais mon deuxième combat en cage. Euh, J'étais en terrasse. Je sortais de l'entraînement. Tranquille, tu vois. J'étais en train de boire un verre. Et je vois Benjamin qui m'appelle. Mais le mec ne m'appelle jamais. Je me suis dit,
Je me dis, il y a un problème, tu vois. Peut-être j'ai fait quelque chose, tu vois, c'est bizarre. Je réponds, ouais, allô, salut Mehdi, ça va et tout. Je dis, bah, ouais, ça va. Et t'es chelou, toi, tu vois. Ouais, ça va, t'inquiète. Et tu sais, je commence à regarder autour de moi et tout. Je dis, c'est bizarre, et on me surveille, tu vois. J'arrive et il me dit, Mehdi, t'as quel poids là? Oh, ok. Je dis, bon, je suis à 82 là. 82, il faut savoir qu'il y a la marge. Il y a toujours plus 1 ou 2. Ça, si tu me poses la question, si tu dis je suis à 80, rajoute 2, 3, facile. Facile, n'importe qui. Et du coup, il me dit ok, Mehdi. Bon, 82, dans 15 jours, tu peux faire 70 ou pas? Comme ça. Je dis, wow, comme ça, je fais, wow, c'est chaud. Je dis, bah vas-y, viens, appelle Nico. Il me dit, mais t'es prêt? Je dis, non, moi je suis prêt, parce que moi je m'entraîne toute l'année, je fais de la prépa toute l'année, donc j'étais un peu conditionné au short notice, tu vois. Il me dit, ok, j'appelle Nico. Après, il me dit, ah oui, oui. Il me dit, tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois? Je lui dis quoi? Il m'a dit, bah ton rêve, c'était d'aller au cage horaire. Je fais, ouais. Il me dit, bah là, c'est le cage horaire, mon gars. Ouf. Ah là, 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 là. Parce que, ouais, pour l'histoire, quand je suis arrivé au Factory, j'ai eu une discussion avec Lopez. Et il me dit, c'est quoi ton goal, quoi, ton objectif? Et il me dit, hey, me dis même pas l'UFC. Hein. Tu sais, t'es pas réaliste, tu viens d'arriver, tu connais pas le sport, je vais aller à l'UFC, ça veut rien dire, toi. Et je lui dis franchement, je vais aller au cage, je vais aller au cage warrior et je vais faire comme connard, tu vois. Je lui dis comme ça, faire comme connard, tu vois. Ok. Il me dit, tu vois, c'est un objectif qui est réalisable, tu vois. Le cage warrior, voilà. Et là, boum, il m'appelle comme ça, Benjamin, il me dit, ben voilà, là c'est cage warrior et tout, machin. Je dis, wow. Donc pendant 15 jours, mon gars, c'était la souffrance. D'ailleurs, j'ai raté la pesée pour mon premier fight. Oh. Bah, un peu logique. Le mec, il fait plus 12 en 15 jours, c'est chaud, tu vois. T'étais à combien du coup? J'étais à plus 12. C'est-à-dire que ma KT, c'est 70, Ouais. avec tolérance 70-700. Et j'ai démarré, quand on m'a appelé, j'étais à 82, facile. Et le jour du combat, du coup, t'as réussi à descendre jusqu'à combien? 71, 700. J'avais 1 kilo de trop. Ah ouais. Putain, pas loin quand même. Bien. Belle perte. Merci Nico. Ah ouais. Et oui. Et on a pu voir aussi, donc voilà, c'est quand même assez récent tout ça, le MMA. Il y a aussi eu une évolution physique spectaculaire. C'est quoi ça? C'est l'entraînement MMA, la prépa physique, parce que vraiment, entre ton avant-dernier combat et le dernier, plus là maintenant, mais monsieur est en train de se transformer. Je suis moi-même choqué en fait. C'est-à-dire que j'étais sur un parcours amateur en boxe, tu vois, où les prépas physiques, elles étaient pas individualisées. Donc c'est des prépas groupés. On faisait pas beaucoup de musculation parce que la muscu, ça ralentit. Tu vois, les mecs qui connaissaient pas, tu vois, c'est normal. C'est pas des préparateurs physiques, donc on peut pas leur en vouloir. Mais ouais, donc dès que je suis arrivé au Factory, la première chose que j'ai demandé, c'est un préparateur physique. Parce que je voyais mes collègues, je voyais Taylor, je voyais Damien, je voyais tout le monde avoir un préparateur physique. Et je me disais, attends, je me suis dit, c'est bizarre. Tous les mecs forts, ils ont un préparateur physique. Je me dis, c'est chelou. Ah là là. Tous les mecs forts, ils ont un préparateur physique. Je dis, moi aussi, j'en veux un, tu vois. Donc j'ai commencé avec Nico. On a rebasculé. Après Nico, je me suis préparé avec Bakary Sako. Puis avec Ryan Gillet, qui est préparateur de Cyril. Et enfin avec Zach. Et ça a pu s'accrocher avec Zach. Parce que ne me demandez pas pourquoi, c'est pas parce que les autres je les aime pas, au contraire, c'est mes gars, tu vois, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, avec Zach, il y a un truc et voilà. Ça a matché, quoi. Ça match bien et il fait des trucs de fou sur mes perfs et sur ce que je produis, et franchement, je suis trop heureux, je suis bien. Et quand tu étais en anglaise, tu te voyais aussi devenir professionnel dans cette discipline-là, ou c'était à l'époque, hein, c'était quelque chose de complètement différent? Non, je me voyais pas pro en anglaise parce que la boxe pro en anglaise, je trouve qu'elle est très délaissée en France. Elle est négligée, c'est pas très, enfin, ça m'intéressait pas, tout simplement. Ça m'intéressait pas. Donc, quand t'as pas un parcours amateur, je vais pas dire exemplaire, mais
Ouais, des championnats du monde et tout ça. Ouais, si t'as pas fait champion du monde, les jeux, médaille aux jeux, c'est compliqué, mon gars. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui arrivent très bien, hein, très très bien. Gros respect pour eux, mais moi, en tout cas, je ne me voyais pas passer prendre en anglais. Et là, du coup, pour le futur, tu te vois comment une fois que ça aura repris? Bah, déjà, ceinture du cage, ça c'est sûr. Et tu te vois dans combien de temps, dans le laps de combien de temps, tu te vois passer encore à la vitesse supérieure? Je me laisse 2 ans. Hmm. Je me laisse 2 ans. C'est-à-dire que là, la saison, elle est foutue, clairement. Donc, si on peut espérer un combat fin d'année, c'est bien. Ouais. Sinon, ce sera 2021. Et puis, il va falloir que ça s'enchaîne entre début 2021, enfin fin 2020 là, et fin 2021. Il va falloir que ça s'enchaîne entre fight, title shot, défense de titre, et puis après. C'est l'idéal, hein. Là, je te dis ça comme Oui, bien sûr. si j'avais tout gagné, tu vois. Mais l'idéal, c'est que voilà, que je gagne mon prochain combat, que j'arrive à avoir un title shot, que je gagne. Il y a du chemin, hein. On ne se rend pas compte comme ça, mais Ah bah ça. la route, ça paraît très court, mais ouais, c'est à la fois court et long, mais c'est excitant et c'est cool. Moi, quand j'en parle, je suis excité. Donc, Et comment ça se passe, toi, pour justement réussir à garder le cap? Parce que c'est vrai qu'en MMA, quand on est un prospect comme toi, tu l'es, il n'y a pas, comme dans le foot ou en basket ou dans d'autres disciplines, tu vois, directement les salaires, on va dire, qui vont avec. Donc, il faut quand même rester hyper focus. Toi, tu es au MMA Factory, donc tu es aussi coach, donc tu restes dans ce moule-là. Mais au-delà de ça, c'est quoi? C'est un travail mental? Tu as quelque chose où tu te dis, tu es en lien quasi constant avec Fernand, avec Benjamin, pour qu'ils te disent bon, bah maintenant, tu as cette échéance-là. Comment ça se passe pour pas dévier, on va dire, et te laisser tenter par justement d'autres choses, te dire peut-être que je vais faire un petit peu d'entrepreneuriat, je sais pas trop quoi. Après, ce que j'aime faire, moi, c'est hiérarchiser et prendre des notes. Je kiffe prendre des notes. C'est-à-dire que je me dis, OK, on arrive là au mois de, je dis une bêtise, au mois de janvier. Qu'est-ce que je dois faire pour le mois de janvier? Voilà. Et je me fais une liste, en fait, tu vois. Et je me fais ça toute l'année. Toute l'année, j'ai ma to-do list et je me dis, OK, c'est ce que je dois faire sur le plan sportif, sur le plan professionnel. Et ça me permet de rester focus sur mes objectifs, sur cette fameuse to-do list, tu vois. Après, sur toutes les planifications d'entraînement, toutes ces choses-là, j'ai de la chance, je m'en occupe pas. C'est pas moi qui décide. Je sais que j'ai un jour là, un jour là, un jour je fais ça. Ma planif, elle est faite toute seule, entre guillemets, tu vois. Enfin, toute seule dans le sens où il y a une corrélation directe entre Fernand, entre Benjamin, entre Zach, entre mes autres, enfin, avec tout le monde. Donc, j'ai pas grand chose à faire à part me pointer à l'entraînement et donner le meilleur de moi-même, tu vois. Là, et puis sur la partie prépa mentale, il y a des préparateurs mentaux qui sont juste excellents à la salle. Et puis il y a aussi les amis qu'on a, partenaires d'entraînement et qui deviennent des amis, qui deviennent vraiment une famille. Moi, je parle beaucoup avec Pico. Il parle beaucoup avec moi plutôt. Pico qui a un rôle de grand ref. Pico qui a un rôle de grand ref. Et puis il fait en sorte de mettre la petite claque derrière la tête quand je commence à me la raconter. Et puis non, mais voilà. Et puis il a les mots à chaque fois pour faire en sorte que ça aille bien. Et puis voilà, c'est cool. On a de la chance. Mais justement, au Factory, j'imagine qu'il doit y avoir une espèce d'émulation, parce qu'on te voit souvent faire des sparring, par exemple, avec Samir Faidin, qui est peut-être pas dans ta catégorie, mais qui lui est champion du Cage Warrior. Il y a aussi Cyril qui s'entraîne en même temps. Il y a Rizlen aussi qui est à Arrest Fighting Championship. Enfin, quand on voit les sparring pro, vous êtes un petit peu tous dans les meilleures organisations du monde. De temps en temps, il y en a d'autres du management, comme Yon Coutelaba, Véronica Macedo, qui viennent aussi. Est-ce que toi, qui arrives comme ça un petit peu dans le MMA game, ou même Teddy Violet qui est un vétéran aussi, il y a Pico qui a aussi pas mal de combats. Est-ce que toi, quand tu arrives comme ça, quand tu débarques, tu te fais « Ah ouais, c'est quand même bien d'être dans un club comme ça où je peux à chaque fois changer de partenaire et le gars a justement quand même gros CV ». Au départ, tu t'en rends pas vraiment compte. En tout cas, moi, je ne savais pas. C'est-à-dire que les premiers sparring que je faisais avec
avec Teddy, avec Arnold Quero, avec Michael Lebou, il y avait tous ces mecs-là. Je me rendais pas vraiment compte, en fait. Les mecs, ils étaient forts, mais de manque de culture MMA, ben, je me rends pas compte. Je Ah me oui. dis, c'est des mecs forts et c'est tout, tu vois. Et deux ans après, un an après, tu te rends compte que bah, les mecs, c'est des messieurs, tu vois, c'est des quelqu'un. Quelqu'un et tu te dis, bah, en fait, putain, t'as de la chance de pouvoir être dans une team où il y a autant de profils qui évoluent dans autant d'orgas et à haut niveau de l'orga, tu vois. Mhm. Donc ouais, c'est une chance de fou. C'est une chance de fou. C'est pas donné à tout le monde. Alors, ça veut pas dire que ça veut pas dire que dans les autres endroits, ils ont pas de chance, tu vois. C'est pas ce que je dis, mais c'est sûr que quand tu évolues dans un milieu où quelque part tout le monde est fort, bah, Ouais. tu as deux choix. C'est soit tu lâches l'affaire et bah, soit tu deviens fort, en fait. Ils tirent vers le haut, ces mecs-là. Non, et justement, il y a un petit peu deux manières de penser. Et toi, qui est dans cette position, j'imagine connaître ta réponse, mais tu vois, tu as les clubs qui sont finalement le club d'un seul combattant, où tout est centré sur eux, et le côté MMA Factory, Jackson Wing, de tous les plus grands, où en fait, à chaque fois, même quand tu es un super prospect, bah, tu as quand même la machine qui va forcément tourner. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec le recul, tu te dis, bah, être dans une structure où t'aurais été vraiment ça aurait été centré sur toi, mais certes beaucoup plus petite, ça aurait été une option qui aurait pu te convenir, ou au contraire, être au Factory, c'est super, parce que justement, tu peux voir tout ce qui se passe, tu as une vue globale du MMA, des organisations et des combattants. Moi, je préfère être dans une structure où c'est la guerre. C'est la guerre, c'est-à-dire, tu arrives, t'es personne, ok, on lance le chrono et on va voir dans combien de temps tu vas devenir quelqu'un. Mmh. Moi, je me souviens de certains de mes sparring. Je rentrais chez moi, j'étais dégoûté. Dégoûté, t'as jamais vu ça de ta vie. Tu vois. Quand je fais le bilan aujourd'hui, je me dis, bon, on était dégoûté, maintenant on prend du plaisir déjà, tu vois. On kiffe, Mmh. tu vois. On kiffe. Donc c'est là où tu grandis en tant que combattant, en tant qu'être humain aussi, parce que bah, faut mettre l'ego de côté. Tu connais pas un truc, bah c'est pas grave, on y va et on va apprendre sur le tas, tu vois. Mmh. Donc non, non, moi je préfère être, voilà, je préfère être parmi les loups et me faire ma place, tu vois. Mmh. Et on sent chez toi, tu as quand même, voilà, tu sais que les réseaux sociaux, c'est important. Tu discutes avec d'autres combattants, enfin, je veux dire, tu pas juste, on va dire, focus sur toi, et tu vois aujourd'hui que, par exemple, un Morgan Charrière, avec ce qu'il arrive à faire, il a quasiment pas besoin de l'UFC ou du Cage Warrior. Enfin, il peut faire un Morgan FC et remplir le Zénith potentiellement. Est-ce que toi, là, tu te dis aujourd'hui: «OK, l'UFC, ça peut être un objectif, mais avec tout ce qui peut arriver, je pourrais très bien aller au ONE FC et être la star du ONE FC pour la France, être au Ares Fighting Championship, être au Bellator». Tu vois, est-ce que tu as déjà un petit peu, tu sens ça au niveau business, au niveau gestion de carrière, de te dire peut-être que quand l'UFC va m'appeler, je vais pas directement leur dire OK, et que, par exemple, tu vas te dire bah, je vais tenter le tournoi du PFL à 1 million de dollars. Tu Très sincèrement, je m'étais, alors je vais pas dire que je m'étais pas projeté jusque là, mais c'est pas quelque chose que sur lequel j'ai tourné mes pouces, tu vois. vois. Je me Mhm. suis jamais posé vraiment cette question-là. Maintenant, euh, pour moi, être à l'UFC, c'est dans l'élite. Tu fais partie Mhm. de l'élite. Alors, ça ne veut pas dire que tous les combattants de l'UFC sont forts et qu'au PFL, ils sont moins forts qu'à l'UFC. C'est pas vrai en plus. Donc, mais entrer à l'UFC, c'est quelque chose en fait, tu vois. Ouais, c'est une crédibilité, quoi. C'est derrière ça, bah, tu pourras aller où tu veux, quelque Ouais. part. Mhm. T'as un espèce de passeport international du MMA. Tu sors de l'UFC, on s'en tape, tout le monde te veut. Ouais. Ouais, Voilà. c'est vrai. Tu restes à l'UFC, bon, c'est que t'es bon, tu vois. Maintenant, si tu Mhm. sors de l'UFC, bah, t'auras pas de mal à aller au One, t'auras pas de mal à aller au PFL, t'auras pas de mal à faire du bar knuckle, t'auras pas de mal à faire ce que tu veux faire, tu vois. Donc non, moi, ce que j'aimerais, l'idéal, si je ferme les yeux et que je souris un petit peu là comme ça, c'est voilà, c'est d'être champion du Cage Warrior comme Connor et d'aller à l'UFC comme Connor. Oh là 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 là. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et dernièrement, on avait eu une question parce que sur la sueur, on nous pose des questions. Et justement, il y avait eu pas mal, on va dire, de,
de conflit au sein de la sueur par rapport à la réponse. On va poser la question directement à un combattant, donc Mehdi. Donc la personne, Vincent, posait la question, si vous étiez un combattant, quel serait votre indicateur de référence pour juger de la réussite de votre carrière? La hype que vous avez générée, que vous allez générer sur votre seul nom, ou bien le legacy, l'héritage purement sportif que vous allez laisser dans l'esprit des plus érudits de ce sport? Je pense que la réponse à cette question en dit long sur la motivation profonde à suivre le MMA. Mais donc pour toi, alors, qu'est-ce qui serait cet indicateur justement pour dire si tu as réussi ou non ta carrière? Euh, je pense qu'il faut un peu des deux. Là, je triche un peu le cas. Après, la réalité, c'est que la réalité, c'est qu'on vit dans une époque où la hype, c'est tout. Mhm. Tu as des mecs qui sont pas forts, qui sont vraiment pas forts, mais parce qu'il s'appelle comme ça, ou parce qu'il a fait ça un jour, parce qu'il a dit ça un jour, bah, il arrive à faire des trucs que personne ne peut faire. C'est un très mauvais exemple que je vais prendre. Conor McGregor qui met un tweet. Ouais, Floyd Mayweather, je te bats dans ta discipline quand tu veux, où tu veux. Mais t'as pas vu, mais c'est ouf ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire qu'il a réussi à avoir un combat contre Floyd Mayweather, à générer des millions d'euros, des millions et des millions d'euros. C'est la folie. Pourquoi? Alors, il y a le talent, parce que Conor, c'est quelqu'un, mais il y a aussi la grande gueule et la hype. Et c'est surtout la hype qui a fait qu'il a réussi à faire ça, tu vois, je pense. Je dis qu'il faut un peu des deux. J'écoutais, je sais plus qui disait ça, c'est Joe Rogan ou je sais plus qui disait qu'un combattant, il parlait d'Israël Adesanya, que je kiffe à mort. Il disait qu'un bon combattant, pour réussir, il lui fallait au moins un de ces facteurs. Il lui fallait au moins soit une entrée de ouf, une entrée d'enfer, soit un combat d'enfer, soit une conférence de presse après combat d'enfer. Et bah, il disait qu'Adesanya, il a les trois. Il fait des entrées de ouf, il fait des spectacles. T'es là avec ton portable, tu n'es même plus dans l'événement. Il fait des combats de ouf, bon, sauf le dernier, mais c'est pas grave, ça c'est la vie. Hein. Les conférences de presse, il en jette à mort en fait. Donc, on en revient à la hype, tu vois. Et ça, c'est quelque chose auquel tu penses déjà. Est-ce que tu t'es déjà imaginé dans des conférences de presse à devoir trash-talker avec quelqu'un? Est-ce que tu y penses? Et si oui, comment tu vois les choses là? Bah, après, il faut pas se perdre dans le trash talk. C'est-à-dire que moi, c'est pas quelque chose qui. C'est pas en moi en fait. Tu sais, je suis là, je suis pas trop. Je suis un grand vanneur. Je kiffe vanner, mais 24 heures sur 24, j'arrête pas de vanner. Mais trash talker, voilà, je pense qu'il faut s'approprier. Il faut s'approprier le trash talking, tu vois. Il faut pas se créer un personnage et du coup, les gens vont. Bah, tu sais, aujourd'hui, les gens t'apprécient, demain, ils t'apprécieront plus pour ce que tu es. Tu vois, et tu risques de te perdre dans ce truc de trash talk. Donc, voilà, après, je me suis déjà imaginé trash talker, ouais, mais plus vanné. Tu vois, plus être dans la vanne, plus dans le à toi, à moi, pas dans le vrai trash talking, comme on peut voir. C'est pas trop mon truc, tu vois. Et pour l'instant, tu n'as jamais été confronté à ça? Parce que moi, c'est une question aussi que je me pose. C'est les combattants comme toi ou comme Cyril, par exemple, qui sont extrêmement sympathiques, ou pour l'instant, ils ont toujours été dans des cadres où il y avait immensément de respect. Mais comment est-ce que toi, tu réagiras si un jour, il y a un mec qui te rentre vraiment dans l'art, qui commence à t'insulter, insulter tes potes, insulter tout le monde, et que là, tu te dis, bon, je vais pas que sourire et que lui dire, OK, merci, on se voit samedi, quoi. Alors, je vais te répondre la version 1 et la version 2. La version que ma tête me dit et la version que ma petite voix derrière me dit. La version 1, c'est je pense que je vais être vraiment très pro, machin et tout. Voilà, tu vois, j'abrège carrément, tu vois. La version 2, ma parole, je peux lui rentrer dedans. Ça peut me faire briller. Mais je ne sais pas, après, ça dépend de plein de choses. Ça peut dépendre de plein de choses, tu vois. T'as trop galéré sur ton cutting, t'as mal partout, t'as la tête qui tourne, t'as faim, machin, le mec il vient, il t'insulte ta mère. Comment ça, tu vois? Mais on sait pas. Ça se trouve, je ne vais même pas le calculer. Ça dépend avec qui je suis. Ça dépend si. Ça peut dépendre de tellement de choses.
Et tu parlais des personnalités, des combattants qui t'inspirent. Il y a bien évidemment eu Conor McGregor et Israel Adesanya. C'est quoi un peu qui t'a marqué chez eux? C'est la gestion de carrière, ce qu'ils font dans la cage? Connor, c'est la foudre du coup d'œil. C'est-à-dire que tu fais une erreur, tu manges. Il n'y a pas à dire. Et c'est la gestion de distance. Le mec, je sais pas, il a un radar. Il a un radar. Dès que tu avances, il est pas là. Il frappe en même temps. C'est la vision de jeu globale. C'est vraiment la finition du bail, tu vois. C'est trop précis. C'est un ordinateur, le mec. Et Adesanya, c'est la hype. Hein. Ah bah voilà. Hype. Après, oui, dans la cage, j'ai fait des trucs de ouf, hein, mais c'est la hype, moi, je suis fan de manga, tu vois. Je suis fanatique de manga. C'est-à-dire que là, tu vas chez moi, c'est un musée des mangas, tu vois. Et Adesanya, il a beaucoup de références à des mangas. Il fait des entrées avec des scènes de manga, machin et tout. Et je kiffe à mort. Il me parle, en fait. J'ai l'impression que c'est mon pote. Tout bon pour moi. Eh ben, tout bon pour Ross, formidable. Alors, on a, en cette période de confinement, mon cher Mehdi, on donne des recommandations. Et là, comme nous avons un grand spécialiste de manga, on a envie d'avoir la petite pépite du moment. Nos auditeurs ont envie d'avoir leur petite pépite. Donc, à vous de faire votre recommandation. Un bon manga à regarder? Bah, à regarder ou à lire. Un truc, ouais. Je suis pas un vrai mangaka, tu vois. Ah, plus sur les animés. Je suis plus sur les animes parce que lire, c'est bon, ça me saoule, tu vois. J'ai besoin d'entendre les bruitages, voir les trucs, mettre pause. Wow, péter un câble. Ceux qui veulent un très très bon manga, je conseille My Hero Academia. Ah, bah oui. C'est très très bien. En plus, pour commencer, c'est cool et tout. Vu qu'on a le temps là pendant le confinement, regardez Naruto. C'est là-bas. Naruto, il est gratuit là en ce moment sur ADN. Je fais de la promo. Je rigole. ADN, là, ils ont ouvert leur truc. C'est gratos. Vous pouvez regarder Naruto. C'est mortel. Et puis c'est déjà pas mal. Déjà, il y a de quoi faire. Là. Complètement. Mais Naruto, ça prendrait combien de temps de regarder en entier? Parce que Naruto, grosso modo, 750 épisodes. Ah ouais. Bon, bah voilà. Bah là, je pense que les gens du confinement, là, c'est cadré. Là. Ouais, H24. Bon, bah formidable. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Rust. Et puis, merci, Mehdi. Ouais. Ouais, merci les gars. Merci à vous. Hein. Soit.